effectivement, depuis quelques jours, à la suite du suicide d'un jeune homme encore à Kasserine, qui est, vous savez, une des villes de cette région la plus déshéritée du pays, dans laquelle d'ailleurs a commencé la révolution de 2011, pas à Kasserine mais dans la ville voisine de Sidi Bouzid. Mais vous avez toute cette région qui est une région un peu excentrée de la Tunisie, excentrée des centres économiques, excentrée du pouvoir politique, et dans laquelle effectivement la population se sent abandonnée par, aussi bien par l'économie que par la politique. Et avec un problème qui est récurrent en Tunisie depuis de nombreuses années, mais qui à la suite de 2011 est devenu politiquement brûlant, c'est le problème du chômage des jeunes et du chômage des jeunes diplômés. Et il est vrai que c'est un problème extrêmement difficile à résoudre, mais depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis 2011, et la Tunisie a fêté le 5e anniversaire de ce qu'on appelle la révolution tunisienne la semaine dernière, eh bien il n'y a eu aucun progrès dans le domaine de l'emploi. Absolument aucun. Ce qui fait que cette jeunesse au chômage se sent de plus en plus abandonnée, et se sent encore plus abandonnée dans ces régions de l'intérieur du pays où il y a très peu d'opportunités d'emploi. Extrêmement peu, dans la mesure où il y a quelques opportunités d'emploi dans l'agriculture, mais que l'agriculture malheureusement ne séduit pas la jeunesse actuelle, surtout quand elle est diplômée. Et donc cette révolte, même si, cette nouvelle révolte, même si on ne la prévoyait pas aussi violente, ne doit pas surprendre. Maintenant, sur quoi elle va déboucher? Évidemment, la situation d'aujourd'hui n'est pas la situation de 2011, bien sûr, et donc c'est vraiment un gros point d'interrogation sur quoi cette révolte va-t-elle déboucher. Est-ce que le gouvernement actuel est capable de prendre des mesures et de commencer une politique qui permettrait de résorber au moins en partie le chômage? Ça, c'est la vraie question. Jusqu'à maintenant, il est évident que les 5 années de transition, puis d'installation du nouveau pouvoir issu de la Constitution de 2014, ne s'est pas attaqué au grand dossier du pays. Pour une série de raisons, je pense. D'abord, si on prend la période de transition, de 2011 à 2014, jusqu'à début 2015, disons, il y a eu des recrutements. Il y a eu une politique de lutte contre le chômage, mais qui a été une politique beaucoup plus populiste qu'autre chose. C'est-à-dire que il y a eu des dizaines de milliers de recrutements dans la fonction publique, par exemple, des dizaines de milliers. On estime à plus de 100 000 le nombre de recrutements dans la fonction publique, et dans une fonction publique qui n'est pas devenue plus productive. Donc ce sont vraiment des emplois qui ne sont pas porteurs de croissance, qui ne sont pas porteurs de... Et puis, sous le gouvernement de la Troïka, ce qu'on a appelé le gouvernement de la Troïka, vous avez eu des emplois qui ont été créés de type clientéliste. Bon, c'est-à-dire que le parti Ennahda, qui était alors au pouvoir, a effectivement fait entrer dans l'administration, dans les grandes entreprises publiques, plusieurs milliers de ses partisans, de ses sympathisants. Donc, il y a eu des créations d'emplois que l'on estime depuis 5 ans environ un peu plus de 100 000, mais qui n'ont aucun moteur économique, qui ne s'appuient pas sur une stratégie économique, et qui s'est appuyé soit sur une stratégie populiste pour calmer les revendications, soit sur des stratégies clientélistes. Et aujourd'hui, la Tunisie se trouve en panne économique, en panne de croissance, totalement. La croissance de 2015 est estimée à 0,5%. C'est-à-dire rien. Et évidemment, un pays en panne de croissance de cette façon-là, et en panne d'imagination, est incapable de créer les emplois qui permettraient d'apaiser la crise sociale. Eh bien, le secteur touristique est totalement sinistré aujourd'hui. Et quand on pense que le secteur touristique, ce n'est pas seulement le tourisme, mais c'est l'artisanat. Bien évidemment, c'est tout ce qui alimente le secteur touristique, que ça ait des guides de voyage jusqu'à... Et ce secteur est totalement sinistré, c'est-à-dire que par rapport à 2010, qui est la dernière année de référence, eh bien le nombre d'entrées en Tunisie a diminué pratiquement de moitié. Et si on prend le nombre d'entrées occidentales, de plus encore, parce qu'en fait la majorité des touristes de l'année 2015 ont été des Algériens et des Libyens, essentiellement. Donc avec des apports en devises qui sont tout à fait différents, bien sûr. Et donc la Tunisie est économiquement sinistrée. Aujourd'hui, on pourrait presque dire pas gouvernée.
C'est-à-dire que nous, depuis la mise en place du gouvernement de M. Habib Sid en début 2015, on peut dire que chaque département est géré, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Mais il n'y a pas de véritable politique de vision de ce que doit être la Tunisie. C'est en ce sens que je dis que la Tunisie n'est pas gouvernée aujourd'hui. Elle est gérée, on peut dire. Et autre problème qui risque de rendre l'année 2016 encore plus difficile sur le plan économique, c'est que la Tunisie a beaucoup emprunté depuis 2011. Elle a beaucoup emprunté, aussi bien auprès des institutions multilatérales, essentiellement auprès des institutions multilatérales et sur le marché. Et elle a emprunté non pas tant pour injecter de l'argent frais dans la production, mais pour augmenter la consommation. Et une grande partie des emprunts contractés entre 2011 et 2015 arrivent à maturité en 2016 et 2017. Et donc pour la première fois, la Tunisie en 2016 et 2017 va avoir des sommes importantes à payer au titre du service de sa dette, beaucoup plus importantes qu'au cours des dernières années. Donc si vous prenez tous ces facteurs et que vous les mettez ensemble, la situation, sans jeu de mots, est explosive. L'économie ne va pas bien. Mais le problème est avant tout politique, à mon sens. Parce que s'il n'y a pas une véritable classe politique, une équipe gouvernementale capable de donner une direction à ce pays et de dire d'ailleurs à la population ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Parce qu'il est évident qu'on ne créera pas 500 000 emplois en 1 an ou en 2 ans. Mais il faut le dire aux gens, il faut dire voilà, il y a une stratégie. Dans 10 ans, dans 15 ans, voilà ce que devrait être la Tunisie. Et ça, personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Il y a des plans à moyen terme, mais qui sont un catalogue de bonnes intentions, qui ne sont pas une véritable politique économique. Donc la question est politique. Et aujourd'hui, le paysage politique en Tunisie est à la fois totalement fracturé, puisque le parti qui a gagné les élections en 2014 est un parti qui est en train d'imploser complètement, et donc on est en train d'assister pratiquement depuis quelques mois à la mort en direct du parti Nida Tounes. Et toute la vie politique tunisienne aujourd'hui se structure autour d'une alliance extrêmement forte, d'une cogestion du pays entre 2 forces conservatrices, qui sont le parti Ennahda d'un côté et la version actuelle du parti Nida Tounes, qui est une version conservatrice, libérale, avec beaucoup d'éléments de l'ancien régime également, qui ont rejoint le parti Nida Tounes. Et donc, dans cette cogestion et cette captation du paysage politique par les 2 grandes forces conservatrices du pays, il n'y a aucune place pour une alternative et pour un discours qui permettrait de donner un espoir à la jeunesse de ce pays. En tout cas, lui dire, si on dit à la jeunesse de ce pays d'attendre, il faut lui dire pourquoi elle doit attendre et qu'est-ce qu'elle peut attendre. Et la jeunesse de ce pays n'a rien à se mettre à sa disposition. Et il ne faut pas oublier que lors des élections de 2014, eh bien, à peine la moitié de la population de ce pays a voté. Ce qui signifie qu'une grosse moitié de la population de ce pays ne se considère pas comme partie prenante de la chose publique et de la chose politique. Disons que la Tunisie possède une seule rente aujourd'hui, si l'on peut dire. Une seule, c'est que c'est le seul pays de la région, je ne dis pas qui a réussi sa transition démocratique, mais dans lequel la transition démocratique n'a pas échoué. Bon, elle continue, c'est un phénomène très complexe, très dialectique, il y a des avancées, il y a des retours en arrière, mais on peut dire que la Tunisie ne connaît pas de guerre, qu'elle n'est pas dans une situation de chaos, bien que le chaos soit à ses portes. N'oublions pas la question libyenne et la question de la sécurité qui est extrêmement importante, bien sûr, mais disons que la Tunisie pour l'instant jouit d'une rente politique. Alors cette rente politique peut-elle lui permettre d'échapper aux principales échéances économiques et financières? N'oublions pas que l'Europe s'est montrée très frileuse vis-à-vis de la Tunisie, c'est-à-dire que les promesses qui ont été très nombreuses n'ont pas été tenues. Et en fait, la Tunisie, à qui on a promis depuis 2011 des milliards de dollars, n'a reçu
de la part de l'Europe et de la coopération bilatérale, je pense particulièrement à la France qui a fait énormément de promesses et qui n'en a tenu pratiquement aucune, eh bien, a reçu des montants assez faibles. En fait, les montants les plus importants ont été les montants octroyés par les institutions financières internationales, Banque mondiale et Fonds monétaire international essentiellement, et la levée de capitaux sur le marché des capitaux, puisque à la fin de l'année 2014, la Tunisie a levé environ $1 milliard sur le marché des capitaux. Mais cela, et les États-Unis également ont accordé des prêts à la Tunisie plus importants que l'Europe. Alors, je crois effectivement que les pays occidentaux ne peuvent pas se permettre de laisser tomber la Tunisie. Parce que si la Tunisie sombre dans le chaos, il n'y a plus aucun espoir pour toute la région. Mais à quel prix les pays occidentaux ne laisseront pas tomber la Tunisie? Et toute la question est là, bien entendu. C'est-à-dire, est-ce que, bien entendu, chez les pays occidentaux imposent des conditionnalités à la Tunisie, enfin et les institutions financières internationales, quelles seront-elles? Est-ce qu'elles pourront résoudre ces conditionnalités, les problèmes de la Tunisie? Et maintenant, c'est là-dessus que va se jouer le très proche avenir, je pense. Les pays du Golfe promettent beaucoup, ne donnent rien et prêtent assez peu. Donc, les pays du Golfe ont joué des cartes politiques en Tunisie comme partout ailleurs, c'est-à-dire qu'ils financent par des dons des organisations politiques, des organisations qui sont très proches politiquement d'eux. On connaît les financements du parti Al-Nahda par le Qatar, par exemple. Bon, mais jusqu'à maintenant, en matière d'investissement, ces pays ont été extrêmement frileux en Tunisie. Il n'y a eu aucun investissement d'importance de la part des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Et il ne faut pas oublier que les investissements des pays du Golfe coûtent très cher. Très cher, c'est-à-dire que leurs taux d'intérêt sont élevés, qu'ils demandent des compensations extrêmement importantes et que donc, contrairement à ce que l'on croit, les investissements des pays du Golfe ne sont pas forcément une bonne affaire. Je vous en donne un exemple qui avait été beaucoup discuté à l'Assemblée nationale constituante en 2013. Il y avait eu un prêt du Qatar à 4,5% de taux d'intérêt dans une période mondiale où les taux d'intérêt sont très bas. Au même moment, le Japon accordait un prêt à 0,75%. À la Tunisie. Donc vous voyez la différence. Donc je pense que la Tunisie ferait une erreur monumentale en comptant sur les investissements des pays du Golfe, lesquels en général se concentrent dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'hôtellerie et ne vont pas vers les secteurs réellement productifs et créateurs d'emplois. Mais elle l'a déjà fait en 2011. Cette génération, en 2011, et c'est pourquoi les pays occidentaux ont été surpris, c'est que le changement est venu de l'intérieur, est venu à Tunis, au Caire, à Bahreïn, même si vous savez qu'à Bahreïn ça a été réprimé par une invasion étrangère qui est l'invasion de l'Arabie Saoudite, au Yémen, enfin dans les pays qui ont connu des insurrections, des soulèvements, c'est justement cette nouvelle jeunesse qui a fait ces insurrections, ces soulèvements. Donc ça ne va pas venir, c'est déjà venu. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des pays, je crois la Tunisie et d'autres pays, si je prends l'exemple de l'Égypte, qui est un pays très parlant, ce sont des pays qui sont tiraillés entre des aspirations politiques et des aspirations idéologiques contradictoires. Et que donc, il y a vraiment un mouvement de va-et-vient dans ce cheminement vers la démocratie. Vous voyez qu'en Égypte, là, vous avez eu en 2 ans à peine 3 séquences. 3 séquences, la révolution de Tahrir, bon, qui avait des mots d'ordre universalistes, modernes. Ensuite, l'arrivée au pouvoir démocratique du Parti des Frères musulmans, mais qui a essayé de capter le pouvoir, et ensuite un coup d'État militaire et une restauration militaire. Tout ça en l'espace de 2 ans. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui en Égypte, demain ou après-demain? Personne ne le sait. On ne sait pas en réalité. Donc, moi je crois que dans ces pays, même s'il y a des phénomènes de régression, ce qui s'est passé en 2011 continue à faire son chemin de façon souterraine. Et c'est vrai qu'il y a de nouvelles générations, c'est vrai que dans certains pays, pas tous, ces générations sont mieux éduquées,
pas partout, mais que vous avez aujourd'hui des phénomènes très préoccupants. Si je prends un pays comme la Tunisie, qui est le pays le plus éduqué du monde arabe, incontestablement, mais depuis quelques années, vous avez un phénomène de déscolarisation gravissime. Gravissime. 100 000 écoliers sortent de l'école chaque année en Tunisie, avant la fin de leur scolarité. Donc attention, rien n'est un acquis, mais jamais un acquis irréversible. Et c'est pourquoi je ne veux pas être pessimiste, parce qu'il y a des facteurs d'espoir extrêmement importants, un dynamisme de ce qu'on appelle la société civile, un dynamisme de la jeunesse, mais également des facteurs de régression qui sont tout à fait réels, aussi bien sociologiques qu'idéologiques, bien sûr. Si vous avez autant de djihadistes en Tunisie, c'est que pendant plusieurs années, entre 2011 et 2014, la Tunisie a été une terre de mission pour les prédicateurs les plus incendiaires, les plus épouvantables du monde arabe, qui sont venus en Tunisie comme ils voulaient.